Et on ouvre ce fil actu avec cet accord tant espéré mais si souvent repoussé. Ce matin, et après 15 mois de guerre, le Qatar et les États-Unis ont annoncé la conclusion d'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Le Premier ministre qatari a en effet déclaré que l'accord entrerait en vigueur dimanche prochain à condition qu'il soit approuvé par le cabinet israélien. Côté israélien, une réunion du Conseil des ministres est attendue dans la journée pour examiner cet accord et sauf surprise, le valider. Le chef du gouvernement disposant d'une majorité malgré des dissensions sans qu'il ait été communiqué. L'accord, dont les derniers détails sont encore en négociation, contiendrait 3 phases. Une première phase de 6 semaines comprenant un cessez-le-feu, la libération de 33 otages et un retrait israélien des zones densément peuplées. La deuxième phase doit aussi permettre la libération des derniers otages et un retrait complet israélien de la bande de Gaza. Enfin, la troisième et dernière phase doit-elle être consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages tués durant leur captivité. Mais si cet accord met bien un terme au conflit armé, il laisse en suspens l'avenir politique du territoire où le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Toujours est-il que la nouvelle a été saluée par de nombreuses capitales et organisations internationales. Emmanuel Macron a salué la fin d'un calvaire injustifiable, facteur de soulagement immense pour les Gazaouis et d'espoir pour les otages et leurs familles. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont salué, eux, ce matin, l'accord de cessez-le-feu comme une victoire pour les Palestiniens et une défaite pour Israël. Hier, le président américain Joe Biden s'est adressé pour la dernière fois au peuple américain lors d'une allocution depuis la Maison-Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son discours était empreint d'une certaine morosité. En effet, il s'est dit inquiet de voir l'Amérique tomber aux mains d'une oligarchie visant sans les nommer Donald Trump et les multimilliardaires de la tech désormais rangés derrière lui. « Je veux mettre en garde le pays contre certaines choses qui m'inquiètent grandement », a déclaré le démocrate de 82 ans 5 jours avant de laisser le pouvoir à son plus grand rival, le président élu républicain Donald Trump, et de mettre en garde contre la dangereuse concentration du pouvoir aux mains de très peu de personnes ultra riches et les conséquences dangereuses si leur pouvoir est laissé sans limite. Le président sortant a également tenu à défendre son bilan. Il a rappelé que lors de son mandat, le pays est sorti d'une pandémie qui a fait plus d'1 million de morts, que 17 millions d'emplois ont été créés, soit le plus haut total au cours d'un seul mandat et que jamais autant d'Américains n'ont eu accès aux soins de santé. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité avec cette bonne nouvelle pour les marchés financiers. Bonne nouvelle puisque selon le ministère du Travail américain, l'inflation américaine sous-jacente, bien qu'ayant accéléré en décembre, a surpris à la baisse. Je m'explique. En séquentiel, c'est-à-dire d'un mois après l'autre, les prix à la consommation ont augmenté comme prévu de 0,4% en décembre, mais ont ralenti à 0,2% hors éléments volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, quand une stagnation à 0,3% était modélisé par le consensus des économistes. Mais si l'on raisonne sur 12 mois glissants, l'indice global des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en décembre, en ligne avec les attentes du consensus, après une augmentation de 2,7% en novembre. Mais sur la même unité de temps, ce même indice hors alimentation et énergie s'est établi à 3,2%, soit un cran en dessous par rapport au mois précédent et un peu mieux que les 3,3% prévus. Toujours est-il que ces données, bien que positives, ne justifient pas que la Fed accélère le rythme de son resserrement monétaire. Notons à cet effet que le CPI Core se situe désormais à 3,2 ou 3,3% depuis 7 mois consécutifs. Il faudra une baisse bien plus marquée pour inciter la Réserve fédérale américaine à recommencer à baisser ses taux en 2025. Toujours au chapitre de l'inflation, au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation a ralenti plus que prévu en décembre selon des données publiées hier par l'Office for National Statistics. Le CPI a effectivement augmenté de 2,5% en décembre par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à la hausse annuelle de 2,6% enregistrée en novembre. Le consensus s'attendait lui à une hausse de l'inflation de 2,7%, une nouvelle bien accueillie par les marchés financiers, la livre sterling,
qui ont tous les deux rebondi hier. En effet, cette croissance plus lente que prévu a allégé la pression sur la chancelière Rachel Reeves, les rendements obligataires ayant par ailleurs légèrement reculé en raison des espoirs de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Pour Alan Taylor, membre de la Banque d'Angleterre, son institution devrait agir rapidement pour réduire les taux d'intérêt étant donné les signes de ralentissement de l'économie britannique. Nous sommes dans la dernière ligne droite en matière d'inflation, mais avec l'affaiblissement de l'économie, il est temps de ramener les taux d'intérêt vers la normale pour soutenir un atterrissage en douceur, a-t-il déclaré hier. Je rappelle que la Banque centrale d'Angleterre, la BOE, avait annoncé lors de sa dernière réunion sa volonté de rester prudente en 2025, s'inquiétant du retour aux manettes de Donald Trump aux États-Unis, mais aussi du budget présenté en octobre par Madame Reeves, fait de fortes hausses d'impôts, mais constatant le ralentissement de l'inflation ces derniers mois, la Banque centrale britannique a fini par concéder 2 baisses de son taux directeur en 2024. Désormais, les analystes tablent majoritairement sur une nouvelle réduction dès la réunion du 6 février qui ramènerait le taux directeur à 4,5%. Enfin, selon Bloomberg, les principaux actionnaires d'Ubisoft envisageraient de créer une nouvelle entreprise qui inclurait certains actifs alors qu'ils cherchent à augmenter la valeur de la société française de jeux vidéo. Selon le média anglo-saxon, le groupe chinois Tencent et la famille Guillemot évalueraient actuellement les actifs à inclure dans la nouvelle entité et leur valorisation. Un accord potentiel permettrait à Tencent de détenir une participation dans l'entreprise et de mieux contrôler certaines des propriétés intellectuelles d'Ubisoft, tout en dynamisant ses activités dans le domaine des jeux vidéo en dehors de la Chine, ont déclaré des sources proches du dossier. Toujours est-il que pour le moment, les discussions sont en cours, mais aucune décision n'a pour le moment été arrêtée. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et d'un point de vue macro, les investisseurs garderont un œil sur les données sur l'inflation en Allemagne pour décembre, les estimations du PIB au Royaume-Uni pour novembre et la balance commerciale de la zone euro pour novembre. D'un point de vue micro, la publication solide de Richemont ce matin envoie un message positif au marché financier quant à la demande dans le secteur du haut de gamme en Europe, comme sur toutes les places Alors voilà, donc pour ce à quoi les investisseurs seront attentifs, regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, comme sur toutes les places financières du monde entier, les investisseurs ont été rassurés par la publication de données inférieures aux attentes sur l'inflation sous-jacente américaine. Une réaction peut-être épidermique, exagérée, puisque ces données confirment essentiellement que l'inflation a atteint un plateau autour de 3%. En effet, le CPI Core se situe désormais à 3,2 ou 3,3% depuis 7 mois consécutifs. Il faudra donc un nouveau ralentissement de l'inflation avant que la Fed soit convaincue de recommencer à baisser ses taux. Un moral donc au beau fixe en Europe, alimenté également par les résultats trimestriels de Goldman Sachs, Citi et Wells Fargo qui sont ressortis supérieurs aux attentes du marché. À Paris, bien aidé par le secteur bancaire et Ubisoft, le CAC 40 a gagné 0,69% hier à 7474 points. À Londres, les investisseurs ont salué une lecture favorable de l'inflation au Royaume-Uni. L'inflation a en effet ralenti plus qu'anticipé en décembre, ce qui devrait alléger la pression sur le gouvernement travailliste confronté à des troubles économiques, des données qui valident par ailleurs le scénario selon lequel la Banque centrale britannique baisserait ses taux directeurs de 25 points de base, ce qui dépressuriserait le marché obligataire britannique. En tout cas, le FTSE a gagné hier 1,21% à 8301 points. À Francfort, le DAX a lui atteint un nouveau plus haut absolu en séance à 20 629 points et un nouveau plus haut absolu en clôture à 20 574 points. À Wall Street, les investisseurs ont salué les dernières données sur l'inflation qui ont ravivé l'espoir de baisse des taux d'intérêt. Un optimisme également nourri par les résultats solides des grandes banques du pays. Les bénéfices de Goldman Sachs ont plus que doublé, tandis que JP Morgan et Wells Fargo
Fargo ont tous deux affiché des hausses de bénéfices importantes, supérieures aux prévisions pour le dernier trimestre. Hier, Wall Street a donc logiquement clôturé dans le vert. Le Dow Jones a pris 1,65% à 43 221 points. Le S&P 500 a gagné 1,83% à 5 949 points. Le Nasdaq Composite a lui bondi de 2,45% à 19 511 points. En Asie ce matin, les marchés actions ont majoritairement augmenté après la remontée de Wall Street, alimentée, vous l'avez bien compris, par une mise à jour encourageante de l'inflation américaine. Le Nikkei a gagné 0,5% à 38 635 points. En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,2% à 19 516 points, tandis que l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,3% à 3 237 points. Sur le marché des taux souverains, les données du CPI aux États-Unis ont apporté un peu de répit aux opérateurs. Le rendement du Bund à 10 ans a ainsi reculé de 9,4 points de base à 2,528%, alors que le Bund à 2 ans a lâché 6 points de base à 2,255%. En France, l'OAT à 10 ans a reculé d'un peu plus de 12 points de base à 3,349%, alors que le rendement français à 2 ans a lui cédé 7 points de base à 2,441%. Au Royaume-Uni, le Gilt à 10 ans a reculé pour la deuxième séance consécutive à 4,781%, soit une baisse de 10 points de base par rapport au cours de mercredi. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculé de près de 12 points de base à 4,669%, alors que le rendement souverain à 2 ans lâche chez lui 7,6 points de base à 4,289%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont continué leur ascension hier, portés principalement par les données positives sur l'inflation américaine, données qui pourraient inciter la Fed à adopter une position potentiellement moins agressive. Or, vous le savez, une politique monétaire moins restrictive pourrait agir comme catalyseur pour la demande de brut à court et moyen terme. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a progressé de 2,64% hier à 82,03 $, un plus haut depuis juillet 2024. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison février, il a gagné 3,28%, dépassant la barre symbolique des 80 $ le baril, puisqu'il se négociait hier en fin de journée à 80,04 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 janvier et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Eric Seban et son Chronodax qui va nous expliquer si les records d'hier ne peuvent être qu'amenés à être obsolètes dès la séance d'aujourd'hui. À tout de suite sur TV Finance.